On va poursuivre maintenant cette émission avec vous, Kamel Béchik. Avec cette question, est-ce qu'on peut être patriote et musulman? Vous répondez oui, oui, oui. Hein, c'est ça. Mais en fait, vous voulez en être l'incarnation vivante. L'islamité n'est pas un déterminisme en termes de patriotisme, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui sont patriotes, il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont juifs et qui sont patriotes. Donc l'identité cultuelle n'est pas déterminante dans l'attachement que l'on a ou pas à un pays. En revanche, ce que nous souhaiterions, c'est de faire en sorte que cet élément clairement exogène, je le disais tout à l'heure, et je le dis sans aucune pudeur, parce que extra-chrétien et parce que extra-européen, intègre pleinement le destin du pays. Et pour simplement faciliter ce qu'on appelle, alors là pour le coup pudiquement sur France Info, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, ça commence par l'idée de partager un destin commun, une culture commune, des ambitions communes, un respect et une certaine fascination, j'ose dire, de l'histoire commune. Donc, c'est ça un peu être patriote, hein, finalement. Et donc, ensuite, que l'on soit chrétien, juif, musulman... c'est d'aimer son pays. Oui, c'est d'aimer son pays. Il n'y a rien de plus naturel, finalement, que de naître quelque part, que de grandir quelque part, et que cette sensation charnelle, sensible, vous accompagne jusque dans l'âge adulte avec un sentiment d'amour. Moi, je suis né dans le Berry. Aujourd'hui, j'habite à Bordeaux. C'était très douloureux pour moi de quitter le Berry. Et lorsque je reviens dans le Berry, dès que j'arrive dans le Bois-Chaud, au sud du département, au sud de la région par l'Indre, je commence déjà à me détendre parce que je retrouve les couleurs, les odeurs, etc., qui m'ont façonné, si vous voulez. Et ça, que l'on soit athée, croyant, peu importe, ça ne change pas. Lorsque les pieds noirs décrivent leur déchirement après avoir quitté l'Algérie, mais je les crois volontiers. Bien entendu, lorsque votre grand-père est né sur encore maintenant. Lorsque votre grand-père est né sur une terre, que vous avez été pétri par ses odeurs, évidemment, c'est très douloureux le déracinement. Et c'est pour ça, j'en profite pour le dire, que l'immigration est un problème. Elle est un problème pour le déracinement et pour le déraciner en premier lieu. Vous savez, on a observé en anthropologie aujourd'hui que dans les familles d'émigrés, il y a une déstructuration de fait du fait de la désacralisation du père. Parce que le père kabyle, ou le père maghrébin, ou le père comorien, ou le père martiniquais, dans son endroit de culture d'origine, il est quelqu'un, il est le patriarche, il est respecté, il a une fonction sociale qui le valorise. Il est obéi. Une fois arrivé sur le sol français... Il est contesté. Une fois arrivé sur le sol français, ne maîtrisant pas, il n'y a pas que les pères kabyles qui sont contestés. Certes. Mais juste pour aller au bout de ce que je veux dire, c'est que une fois sur le sol français, ne maîtrisant pas la langue, étant souvent issu d'un sous-prolétariat, il y a une forme de discrédit dans le regard de l'enfant qui voit son père comme étant dans une fonction sociale faible. Et à partir de ce moment-là, il est vrai qu'il y a chez beaucoup d'enfants d'origine étrangère, une forme de désillusion qui n'aboutit malheureusement pas à un processus de socialisation sain. Mazarine ? Oui, en vous écoutant, en fait, le vrai problème de l'intégration, c'est pas tant la religion, même si ça peut, enfin, comme vous le disiez... Il peut y avoir des lectures littéralistes qui posent problème, bien sûr. Mais ça serait plus une question de déracinement, d'histoire coloniale, non digérée... L'histoire coloniale, alors, le problème, si vous voulez, Madame Pinjot, c'est que il y a des Français de fraîche date. Bien. Ces Français de fraîche date arrivent à un moment où la France elle-même subit un processus d'acculturation à la mondialisation. Quand on parle de mondialisation, en fait, on parle d'américanisation. La France ne ressemble pas à la France de mon enfance, et pourtant, je n'ai que 41 ans. Les centres commerciaux poussent comme des champignons, des McDonald's partout, des kebabs partout. Tout le monde est habillé pareil, c'est H&M qui nous habille. Et vous avez un phénomène d'uniformisation internationale qui ne produit plus l'originalité, la singularité que pouvait être la France il y a encore 30 ans. Et ce que je veux dire par là, c'est que les structures, même traditionnelles, de la famille, je ne parle même pas de famille élargie, oncle, tante, grands-parents, je parle uniquement de la famille nucléaire, sont mises à mal par des processus de postmodernité qui font que quand on vient d'un milieu encore relativement traditionnel, voire conservateur, on peine à se projeter dans une France qui, je le redis, va signifier le mariage pour tous, etc. Est-ce que la preuve ultime de l'intégration parfaitement réussie, ou de ce que vous appeliez, vous, l'assimilation parfaite,
c'est d'être d'extrême droite? Oh, c'est très provocateur et très réducteur ce que vous Non, dites. je vous pose la question. Est-ce qu'être patriote, c'est être d'extrême droite? Non, je ne crois pas. Il y a des gens d'extrême gauche. Vous avez une lecture à l'extrême gauche, très proudhonienne, qui se revendique de la patrie. Lorsque Jean Jaurès dit la patrie, c'est ce qui reste à ceux qui n'ont rien, Jean Jaurès, je crois, n'est pas d'extrême droite. Donc il y a en effet un rapport à la nation qui s'appelle le nationalisme, qui est caricaturalement le rejet des autres. C'est pas ça dont on parle. Là, on parle de l'amour des siens. C'est très différent. Lorsque vous parlez de nationalisme... Mais parmi les siens, il vaut mieux pas trop être homosexuel, ni être amoureux pas du tout ça. du même sexe. Non, ne caricaturez pas. Je sais pas, vous parlez du mariage pour tous, Oui, alors, et effectivement qu'il y a de la dégénérescence dans notre nation et que nous pouvons... Justement, je vais essayer d'en parler. Personnellement... Je pose la question. Est-ce que c'est en tant que musulman que vous le dites publiquement, ou en tant que Français alors, la Manif pour tous m'a soigné de mon homophobie. Pourquoi ? Parce que parmi nos principaux, les gens les plus engagés, il y avait des homosexuels que j'ai côtoyés, avec qui je suis devenu très très ami. Parce qu'ils n'avaient pas, pour déterminisme politique, leur orientation sexuelle. Comme les musulmans ne doivent pas avoir comme déterminisme leur spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le bien commun est au-delà d'une partie de nos identités. Il y a un bien commun. Mais vous vous rendez compte oui, je me rends compte. Non, vous vous rendez pas compte avant que je me sois exprimé de ce que je vais dire. Non, mais la formulation rhétorique est... Non, mais il va vite, il va vite. Non, il va vite, mais un peu trop vite. Là, vous vous rendez compte qu'au fond, ce propos réactionnaire que vous tenez, qui n'est ni lié à une confession, c'est un propos réactionnaire, classique, barrésien. Est-ce que ça vous amène à... Non, je n'ai pas dit Maurratien. Est-ce que ça vous amène à penser, dans ce refus du progrès, qu'au fond, cette société que vous regrettez d'il y a quelques décennies, elle était mieux pour les femmes? Ah ben non, mais vous comprenez, moi, ce que je ne supporte pas quand on tient des propos réactionnaires, c'est qu'on oublie que ce qui s'est passé, ce qui vous déplaît si profondément, a quand même, pour une part, contribué à l'émancipation, pas totale, mais quand même très avancée, de la moitié du pays. Donc je voudrais simplement que vous rendiez grâce à la modernité de l'émancipation des femmes. Non, j'aimerais qu'il réponde. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a évidemment, en termes de progrès social, en termes de progrès d'égalité entre les sexes, et même en termes de progrès vis-à-vis de la reconnaissance, pour reprendre Madame Pinjot, des homosexuels dans notre République, des choses qui sont évidemment des acquis et des avancements. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dans le discours depuis tout à l'heure, enfin, il y a un élément qui m'a vraiment perturbé, c'est de considérer finalement les signes de visibilité d'une appartenance religieuse particulière comme étant des éléments exogènes. Et ça, honnêtement... anxiogène, en tout cas. Exogène et anxiogène, ce qui serait en même temps un peu pire. Pardon, pire. Ça, c'est gênant. C'est gênant dans le sens où on renvoie tout simplement à la communauté ou à l'islam en général l'image que finalement c'est un corps étranger qui devrait absolument... C'est pas toute la communauté musulmane qui soutient être intégrée, posture religieuse. Et que ça, faut faire attention parce que les musulmans, évidemment, ne sont pas moins français que les autres et que des signes d'appartenance visibles, aujourd'hui, évidemment, c'est complètement à la fois légal et ça rentre dans le principe de laïcité, mais surtout, je veux dire, c'est que c'est issu de l'histoire de la France qui fait que depuis maintenant un siècle, voire plus d'un siècle, vous avez un mouvement qui fait que des populations sont arrivées, ont contribué, et je rappelle évidemment tous ceux qui sont morts pour la France, qui étaient musulmans, et à l'époque, on ne leur a pas dit que vous aviez des éléments exogènes qui seraient antinomiques à votre Il y a 50 ans, dans les pays du Maghreb, les femmes ne portaient pas le voile. Alors on ne parle pas de la question française, laïque ou quoi que ce soit. On parle de l'islam lui-même qui s'est radicalisé. C'est ça qui est problématique. Mais vous dites le voile, les femmes ont le droit de porter le voile. Mais au Maroc, il y a 50 ans, les femmes, elles ne portaient pas le voile. Vous ne pouvez pas dire ça. Je veux dire, la mère du père de mes enfants, elle ne portait pas le voile. Aujourd'hui, elle le porte. Elle était en mini-jupe. On demandait à des Algériennes qui se sont battues pour pouvoir ne plus mettre le voile alors qu'elles sont par ailleurs musulmanes. Arrêtez de dire que les musulmanes veulent absolument porter le voile. C'est pas vrai. Attendez, il y a énormément de musulmanes qui se sont battues pour ne plus le porter, précisément parce qu'elles étaient laïques. D'accord. Je peux parler? Oui, mais je veux dire, c'est facile de faire une confusion globale en disant c'est une résistance pour une femme que de porter le voile parce qu'elle est musulmane. Mais non, ça va pas de soi, je suis désolée. Excusez-moi, donc maintenant on va juste replacer les choses dans leur contexte. Je rappelle tout simplement que déjà de dire que les femmes il y a 50 ans dans les pays du Maghreb ne portaient pas le voile, c'est faux. Mais il y en a beaucoup, elles le portaient beaucoup moins. D'accord, il y en a quelques-unes qui le portaient, c'était traditionnel plus que religieux. Excusez-moi, si c'est le choix de ces femmes du Maghreb de porter un voile parce que c'est l'aboutissement de leur cheminée spirituelle.
qui vous êtes, vous, depuis Paris, pour leur dire tout simplement c'est une forme de régression et que vous n'avez pas le droit de vous porter... Sociologiquement, le voile soit abattu d'un coup d'un seul sur tous les pays du Maghreb. Vous pensez que c'est un cheminement général, spirituel? Excusez-moi, vous êtes en train de nier... C'est une lecture intéressante. Vous êtes en train de nier la possibilité qui est donnée à des populations du Maghreb, le fait de s'inscrire dans une tradition historique ancestrale, qui veulent tout simplement être fidèles à leur tradition, à leurs coutumes et tout simplement à une lecture de l'islam. Ça vous déplaise ou non, ça n'est pas le problème. C'est tout simplement leur choix. Et je pense qu'on devrait avoir tout simplement la décence de dire on respecte le choix des populations du Maghreb parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est leur choix. Et je finirai juste sur ça. Quand on dit que cet islam rétrograde, je rappellerai que le parti Ennahda en 2011, proche des frères musulmans, a envoyé à l'Assemblée nationale, à l'époque, en Tunisie, la moitié de ses candidats qui étaient des femmes. Même sous Bourguiba, ça n'était même pas arrivé. Et on n'en est même pas arrivé aujourd'hui en France, à l'UMP et au PS, à voir la moitié du contingent des élus être des femmes. Et ça s'est fait avec des femmes, excusez-moi, voilées pour la plupart. Et c'est voilé et non voilé. Évidemment, chacun fait son choix dans les pays du Maghreb. On n'est pas là pour imposer à une femme le fait de porter le voile, mais de lui donner la possibilité qu'elle le porte. C'est très bien, qu'elle ne le porte pas. C'est son choix. Question d'Eliata Bekassis. Alors, pour en revenir à la question du communautarisme, on a vu récemment des Français tuer des Français. On s'aperçoit qu'il y a des Charlie et des anti-Charlie. Est-ce que le communautarisme n'est pas en train de cliver notre pays jusqu'à la guerre civile? Elle est intéressante, votre question. Ce que j'observe de ce qu'on appelle le communautarisme lié aux Français de confession musulmane, c'est souvent un communautarisme de classe sociale. C'est-à-dire que souvent, les gens sont solidaires entre eux parce qu'il y a une solidarité de quartier, une solidarité de banlieue. Une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'on fait un peu d'études, qu'on arrive à s'extraire de ces endroits extrêmement paupérisés, qu'on commence à payer des impôts, qu'on se retrouve minoritaire parmi la majorité, il y a un processus d'acculturation qui se crée, c'est-à-dire que les codes transmis par vos parents, maghrébins si vous voulez, changent progressivement. Donc on sort de sa communauté. Exactement. Et en fait, ce que je veux dire par là, Madame Abekassi, c'est que il ne peut pas y avoir d'acculturation s'il n'y a pas d'intégration sociale. Et je m'excuse d'avoir l'air monomaniaque ou d'extrême droite sur la question, mais je dis que plus on va accueillir d'étrangers dans ces zones paupérisées, moins on pourra intégrer socialement, parce que c'est aujourd'hui la zone. Et le problème, c'est que les gens qui décident cette immigration ne vivent pas cette zone. Mais je pense que sur le fait que l'intégration sociale a régressé et qu'évidemment, quand il y a intégration sociale, les réflexes communautaires s'effacent au moins en partie, je pense que nous serons tous d'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous reveniez à votre obsession de l'immigration. Je suis désolé, c'est obsessionnel. Vous tenez des propos comme si nous étions... Vous seriez aujourd'hui dans un débat à Düsseldorf, même si je suis de ceux qui pensent que la chancelière a fait quelque chose d'exceptionnel. Je comprendrais votre propos. Il n'a aucun sens en France aujourd'hui. Que vous dites... Mais il n'a aucun sens, prenez les chiffres, il n'y a pas de flux. Écoutez, mais c'est plus un chiffre, c'est un sentiment. Ça, c'est tout à fait différent. Alors il faudrait se demander pourquoi dans un pays où l'immigration, où l'augmentation de la population est aussi restreinte par l'immigration, il y a ce sentiment. Allez vous balader des gares du Nord, c'est le stop, mais c'est pas l'immigration qui arrive maintenant. En effet, il y a dans la population française un certain nombre de gens qui correspondent à des vagues d'immigrés précédentes qui ont un problème majeur d'intégration. On le sait, mais ne dites pas que ce sont les flots actuels de l'immigration. C'est faux, ça n'est pas vrai. Donc, de ce point de vue, c'est entrer dans un fantasme. Vous êtes en train de transformer un fantasme en une espèce de réalité que vous assénez. Donc les vagues syriennes... Mais il n'y a pas de vagues syriennes en France. On n'aura même pas nos 24 000. On essaye de convaincre des Syriens qui sont arrivés en Allemagne de venir en France. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas ? Tout simplement parce qu'en Allemagne, ils peuvent espérer, à cause de la démographie et du plein emploi, avoir un boulot. Et qu'ils savent que s'ils viennent en France, ils n'auront pas de boulot. Et que ceux qui disent qu'ils sont attirés par nos avantages sociaux se leurrent, puisque 24 000, on ne les remplira pas. Il y en a 1 million en Allemagne. Je crois qu'il y a pas mal de Français qui vont être contents lorsqu'ils vous écouteront. Alors. Mais ça m'est complètement égal. Non, mais content au sens propre, je ne suis pas ironique du tout. Charlie Mühlmann.
Vous dites l'un et l'autre qu'il y a un problème avec la formation des imams en France. Alors, l'un de vous dit qu'ils sont, hélas, formés à l'étranger et pas assez en France. Mais vous dites encore quelque chose de plus grave, c'est qu'ils sont mauvais. Ils ne savent pas bien l'arabe. C'est vous qui l'écrivez dans votre livre, je l'ai lu. Ils ne connaissent pas l'arabe littéraire. Ils sont mal formés. Ils ont une culture islamique qui est mauvaise. C'est pas moi qui dis, j'en n'y connais rien. Mais c'est vous qui écrivez. Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas mauvais. Je dis juste qu'il y a un problème de formation. Qu'ils sont mauvais. Si, vous dites je ne dis le mot mauvais, je ne l'ai pas utilisé pour qualifier les imams. Insultant pour eux. Non, je dis juste qu'il y a d'une part un problème de vocation et de deux, il y a un problème dans le fait où on importe des imams de l'étranger et ça c'est antinomique avec la volonté d'établir un islam français. Il y a des institutions aujourd'hui en France qui ne sont pas reconnues par l'État malheureusement. Il faudrait tout simplement les reconnaître, les soutenir et essayer de puiser dans ces instituts-là les futurs imams qui correspondent tout simplement aux doléances de la communauté. C'est tout le paradoxe de ce qu'on appelle le Conseil français du culte musulman, qui est en fait dirigé par Rabat et Alger. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de dupes, qui en même temps, à coup d'effet d'annonce, on nous dit il faut que les musulmans créent un islam français, un islam de France, mais d'un autre côté, le ministère de l'Intérieur traite principalement avec Alger et Rabat pour gérer l'islam en France, en envoyant des imams et en subventionnant des mosquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des imams qui ne parlent pas français, mais qui, pire que ça, ne connaissent pas la réalité française. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de produire une pensée religieuse adaptée au processus de sécularisation déjà entamé depuis 2 siècles en France. Alors, cette émission n'était pas une émission du tout anxiogène, mais enfin, si on regarde bien les Français, aujourd'hui, ils ont peur. C'est normal, d'ailleurs. Vous, Alain Minc, après cet hymne à la France, hein, ce livre est aussi une ode à la France qui a comme ça les bras ouverts, vous êtes optimiste? Écoutez, je suis... Malgré les temps? Non, mais je trouve que les Français ont réagi au 13 novembre d'une manière impressionnante. Et je me demande d'ailleurs si, dans le fait qu'ils n'ont pas dérivé dans un réflexe anti-musulman, qu'il y a eu un moment un peu patriotique, entre guillemets, s'il n'y a pas le fait qu'ils ont été fiers que le monde entier nous regarde. Car ce qui s'est passé à travers le monde est absolument fascinant. C'est-à-dire, les attentats de Madrid étaient beaucoup plus graves que les attentats français à l'échelle de l'Espagne. Ce n'était pas un événement mondial. Là, le monde entier était solidaire et nous a regardés. Et je suis plutôt fier de la manière dont les Français ont réagi. Donc je suis irréductiblement optimiste. Merci. Alors, je rappelle vos actualités. Là, il faut déjà commencer à faire la queue dans les berries pour le prochain livre de Kamel Béchik, hein, qui sera en vente en janvier. C'est ça, on l'attend. Et puis, quant à vous, Nabil Nasri, on attend le prochain livre qui va arriver bientôt. Bientôt. Oui, voilà. Après les 7 défis capitaux. Et puis vous, donc, un Français de tant de souches aux éditions Grasset, qui est un hommage à la belle et douce France. On en a besoin en ce moment, ça fait du bien. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur France 5, pour une nouvelle édition des Grandes Questions à 21h35. À la semaine prochaine.